Vice-présidence au Cameroun, le plan secret de Ngo enfin dévoilé. Et si je vous disais que tout était déjà planifié au sommet de l'État camerounais, et que le poste de vice-président n'est pas un hasard? Imaginez un instant. Un pays de plus de 28 millions d'habitants. Un président en poste depuis plus de 40 ans. Et dans l'ombre, selon certaines sources, 3 hommes qui tireraient les ficelles. 3 hommes qui, d'après plusieurs analyses, décideraient réellement de ce qui se passe dans ce pays. 3 hommes, dont le président lui-même ne ferait peut-être pas partie. Voilà ce qu'aurait affirmé un homme d'affaires camerounais, connu et respecté dans les cercles proches du pouvoir. Voilà ce qu'il aurait osé dire à voix haute, avant même que la révision constitutionnelle ne soit officiellement annoncée. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, son nom fait trembler certains couloirs feutrés de l'étoudie. Ce nom? Ben Modo. Ce qu'il aurait révélé? Un plan. Un plan minutieux. Un plan qui, selon lui, aurait été conçu dans les bureaux les plus secrets du Cameroun pour placer un homme précis à un poste précis, au moment précis. Ce poste? Celui de vice-président de la République. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer la façon dont vous regardez la politique camerounaise. Pour toujours. Partie 1. Contexte et fait. Quand la Constitution devient un échiquier. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre le décor. Le Cameroun. Une république dite unitaire décentralisée. Un État présidentiel fort, très fort, où depuis des décennies, le pouvoir est concentré dans les mains d'un seul homme. Paul Biya. Président depuis 1982. Un record en Afrique subsaharienne. Mais Paul Biya ne sera pas éternel. Et tout le monde le sait. Surtout ceux qui gravitent autour de lui. La grande question qui obsède les élites politiques camerounaises depuis plusieurs années, c'est celle-ci, qui viendra après? Et cette question n'est pas posée dans les rues. Elle est murmurée dans les salons climatisés. Elle est chuchotée lors des dîners discrets. Elle est analysée, décortiquée, planifiée dans les bureaux les plus opaques de la République. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est la révision constitutionnelle récemment engagée. Une révision qui n'est pas anodine. Une révision qui, selon plusieurs observateurs politiques, crée de toutes pièces un nouveau poste, celui de vice-président de la République. Officiellement, ce poste serait conçu pour assurer la continuité de l'État en cas de vacance du pouvoir. En cas de décès du président. En cas d'incapacité. En cas d'empêchement définitif. Autrement dit, le vice-président serait, constitutionnellement, le successeur naturel du président. Voilà la mécanique juridique. Simple en apparence. Mais derrière cette mécanique, selon certains, se cacherait une stratégie autrement plus complexe. Et cette stratégie, c'est précisément ce qu'aurait tenté de dévoiler Ben Modo. Mais qui est Ben Modo? Et pourquoi sa parole a-t-elle autant de poids? Ben Modo, de son nom complet, est une figure bien connue dans les milieux d'affaires camerounais. Un homme qui, au fil des années, aurait tissé des liens étroits avec certains cercles proches du pouvoir. Un homme qui n'est pas un inconnu dans l'entourage de Ferdinand Ngo, l'actuel ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ce poste, parlons-en. Parce que c'est un poste capital. Le secrétaire général de la présidence au Cameroun, ce n'est pas un simple chef de cabinet. C'est, selon plusieurs analystes, l'homme le plus puissant après le président. Celui qui filtre les informations. Celui qui décide qui entre et qui sort. Celui qui, selon certaines descriptions, serait le véritable gardien du temple. Ferdinand Ngo occupe ce poste depuis 2011. Soit plus d'une décennie passée au cœur même du réacteur de l'État camerounais. Et voilà qu'un homme, qui dit le connaître de près, affirme que Ngo ne se contenterait plus de ce rôle de gardien. Il voudrait, selon Ben Modo, devenir le numéro 2 officiel du pays. Partie 2. Le conflit. 3 hommes, un trône, et une constitution taillée sur mesure. 3 hommes. C'est ce qu'aurait affirmé Ben Modo dans sa sortie qualifiée d'explosive. Selon lui, le Cameroun ne serait pas dirigé par Paul Biya seul. Non. Il serait dirigé, dans les coulisses, par un triumvirat de l'ombre. 3 figures dont la puissance réelle dépasserait, selon lui, celle du président visible, celui que l'on voit aux cérémonies officielles, celui dont le portrait orne les murs des administrations. Des propos d'une gravité exceptionnelle.
Des propos qui, s'ils sont vrais, dessineraient un tableau particulièrement inquiétant de l'État camerounais. Mais attendez. Parce que ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus troublant, c'est le timing de ces révélations. Ben Modo aurait parlé avant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est-à-dire avant que les résultats soient connus. Avant que la question de la succession ne devienne officiellement urgente. Comme s'il savait. Comme s'il avait accès à une information que le grand public n'avait pas encore. Et parmi ces 3 hommes qui gouverneraient réellement le Cameroun, un nom reviendrait avec insistance, Ferdinand Ngo. Mais il y aurait un deuxième nom. Un nom que peu osent prononcer publiquement. Un nom qui, dans le contexte camerounais, est à la fois intouchable et omniprésent dans les analyses politiques non officielles. Ce nom, c'est celui de Chantal Biya, première dame de la République. Selon Ben Modo, et selon plusieurs sources qui ont analysé ces déclarations, Chantal Biya et Ferdinand Ngo auraient ensemble planifié la mise en place du poste de vice-président. Pas seulement pour des raisons institutionnelles. Mais pour des raisons bien plus personnelles et stratégiques. Le plan, tel qu'il serait décrit, serait le suivant. Modifier la Constitution. Créer le poste de vice-président. Et y placer Ferdinand Ngo. Un homme loyal. Un homme discret. Un homme qui, depuis des années, aurait prouvé sa fidélité absolue au système. Mais à quel système? Et surtout, fidèle à qui exactement? Voilà où les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que dans la politique africaine, et camerounaise en particulier, la loyauté n'est jamais simple. Elle est stratifiée. Elle est conditionnelle. Elle est souvent une forme d'investissement à long terme. Ngo serait loyal à Biya? Oui, en apparence. Mais selon certains analystes qui ont commenté les déclarations de Ben Modo, cette loyauté aurait évolué. Elle se serait, au fil du temps, transformée en quelque chose d'autre. En une alliance. Une alliance avec d'autres centres de pouvoir au sein même du palais. Et l'un de ces centres, ce serait précisément l'entourage de la première dame. Pourquoi Chantal Biya? Pourquoi son nom revient-il dans cette équation? Pour comprendre, il faut remonter à la dynamique interne du pouvoir camerounais. Chantal Biya n'est pas une simple épouse de chef d'État. C'est une personnalité publique avec ses propres réseaux. Ses propres fondations. Ses propres canaux d'influence. Depuis des années, elle est considérée, par certains observateurs, comme une force politique à part entière au sein du système Biya. Et si l'on en croit les déclarations de Ben Modo, cette force aurait choisi son candidat pour l'après-Biya. Ce candidat, c'est Ngo. Partie 3, révélation et décryptage. Ce que l'on ne vous dit pas. Maintenant, posons-nous une question fondamentale. Pourquoi Ben Modo parle-t-il? Un homme d'affaires ne brise jamais le silence par hasard. Surtout pas quand il s'agit de dénoncer des arrangements au sommet de l'État camerounais. Surtout pas dans un contexte où la parole libre peut coûter très cher. Alors pourquoi? Plusieurs hypothèses circulent parmi ceux qui ont analysé cette sortie médiatique. Première hypothèse, Ben Modo aurait été écarté. Marginalisé. Peut-être après avoir cru bénéficier d'une proximité avec les cercles du pouvoir, il aurait été mis à l'écart. Et la frustration de celui qui a été proche puis exclu est, historiquement, une des sources les plus fiables de révélations politiques. L'homme blessé parle. L'homme trahi dévoile. C'est un classique. Mais ce n'est pas tout. Deuxième hypothèse, Ben Modo aurait agi pour le compte d'une faction rivale. Dans tout système de pouvoir complexe, il y a rarement un seul camp. Il y a des alliances, des contre-alliances, des jalousies institutionnalisées. Si Ngo est vraiment en train de consolider sa position pour le poste de vice-président, d'autres ne voudraient pas le voir réussir. Et l'utilisation d'un homme d'affaires comme vecteur de communication, c'est une vieille technique politique. Troisième hypothèse, la plus troublante, et si Ben Modo disait simplement la vérité? Et si, dans un rare moment de sincérité, cet homme avait décidé de livrer ce qu'il savait, sans calcul, sans agenda caché? Dans un Cameroun où l'omerta est quasi institutionnelle, cette hypothèse peut sembler naïve. Mais elle ne doit pas être écartée. Revenons maintenant sur un élément précis de ces déclarations, le rôle de la Constitution dans tout cela. La révision constitutionnelle au Cameroun, ce n'est pas une nouveauté. La Constitution camerounaise a déjà été modifiée par le passé, notamment en 2008, dans des circonstances qui avaient également suscité une vive controverse.
Cette modification avait notamment supprimé la limitation des mandats présidentiels. Aujourd'hui, avec la création d'un poste de vice-président, on assisterait à une nouvelle transformation de l'architecture du pouvoir. Et selon Ben Modo, cette transformation ne serait pas le fruit d'un débat démocratique sur l'avenir institutionnel du Cameroun. Ce serait le résultat d'un calcul politique précis, élaboré par des acteurs qui auraient déjà identifié l'homme qu'ils veulent placer à ce poste. Autrement dit, d'abord le poste. Ensuite la loi. Et enfin, officiellement, la désignation. Une mécanique redoutablement efficace, si elle est exacte. Il faut aussi parler du profil même de Ferdinand Ngo, pour comprendre pourquoi son nom s'impose dans cette analyse. Ngo n'est pas un homme qui fait des déclarations fracassantes. C'est un homme discret. Méthodique. Quasi invisible médiatiquement. Et c'est précisément cette discrétion qui fait sa force. Dans un système où la visibilité peut être une cible, l'invisibilité est une armure. Depuis plus d'une décennie au cœur de la présidence, Ngo aurait accumulé une connaissance intime des rouages de l'État camerounais. Il saurait qui est qui. Il saurait ce qui se passe. Il saurait, selon certains, où sont les dossiers. Et cet homme-là, selon Ben Modo, aurait désormais des ambitions qui dépassent la discrétion de son poste actuel. Partie 4. La politique camerounaise vue de l'intérieur avec les yeux grands ouverts. Mes frères et sœurs, permettez-moi maintenant de prendre un peu de hauteur. Parce que ce que nous décrivons là, en réalité, n'est pas si surprenant. Pas au Cameroun. Pas en Afrique. Peut-être même pas dans le monde entier. Partout où il y a du pouvoir, il y a des hommes qui veulent en avoir davantage. C'est la nature humaine. Ce n'est pas une exclusivité camerounaise. Mais ce qui est typiquement camerounais, c'est la façon dont cela se fait. Au Cameroun, on ne change pas les règles parce que les règles sont mauvaises. On change les règles parce qu'elles ne nous arrangent plus. Et une fois qu'elles nous arrangent à nouveau, on les déclare soudainement immuables, sacrées, intouchables. La Constitution, au Cameroun, a parfois été traitée comme un costume sur mesure. On la retaille selon la corpulence de celui qui veut la porter. En 2008, on l'a retaillée pour permettre un 3e mandat. Puis un 4e. Puis un 5e. Aujourd'hui, selon ce que rapporte Ben Modo, on serait en train de la retailler encore une fois. Cette fois-ci, pour créer une poche supplémentaire. Une poche appelée vice-présidence. Et dans cette poche, on voudrait glisser un homme bien précis. C'est ce qu'on appelle, dans le langage populaire camerounais, la politique du couturier. On ne commande pas un vêtement à la mode. On commande un vêtement à la mesure. Mais il y a une ironie profonde dans tout cela. Si Ben Modo dit vrai, si effectivement Ngo et la première dame ont élaboré ce plan ensemble, alors on serait face à une situation extraordinaire. Un secrétaire général qui veut devenir vice-président. Une première dame qui le soutiendrait dans cette ambition. Et un président dont on dit, selon certaines sources, qu'il ne ferait plus vraiment partie des 3 hommes qui gouvernent. Permettez-moi de vous poser une question, à vous qui regardez cette vidéo. Si le président d'un pays ne figure pas parmi les personnes qui gouvernent réellement ce pays, alors qu'est-ce que cela dit de l'état de ce pays? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question sérieuse. Une question que beaucoup de Camerounais se posent en silence depuis des années. Et pendant ce temps, le peuple camerounais? Le Camerounais lambda, celui qui se lève à 5 heures du matin pour prendre un taxi-moto et aller vendre ses tomates au marché. Celui qui rentre le soir les poches vides et le dos courbé. Celui qui envoie ses enfants à l'école en espérant que l'enseignant sera présent ce jour-là. Ce Camerounais-là, que pense-t-il de la vice-présidence? Il pense, probablement, que cela ne changera pas grand-chose à son quotidien. Et peut-être qu'il a raison. Parce que dans un système où les institutions sont perçues comme des instruments au service de ceux qui les contrôlent, le changement de titre ne garantit pas un changement de méthode. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est réellement en jeu ici, c'est quelque chose de plus profond que la simple question de savoir qui occupera le poste de vice-président. Ce qui est en jeu, c'est la question de la transition. Le Cameroun, tôt ou tard, devra traverser une transition. Toute présidence a une fin. Toute vie humaine a une fin. Et la question de savoir comment ce pays traversera cette période critique est une question d'une importance majeure. Est-ce que cette transition sera pacifique? Est-ce qu'elle sera ordonnée? Est-ce qu'elle respectera la volonté du peuple? Ou est-ce qu'elle sera le produit d'arrangements discrets,
de plans élaborés dans l'ombre, de constitutions retaillées sur mesure pour servir les intérêts d'un groupe? C'est là que les révélations de Ben Modo prennent tout leur sens. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Ngo. Il ne s'agit pas seulement de la première dame. Il ne s'agit pas seulement d'un poste de vice-président. Il s'agit de l'avenir du Cameroun. Et parlons maintenant de quelque chose que l'on n'évoque jamais assez, le rôle des hommes d'affaires dans la politique camerounaise. Ben Modo n'est pas un politicien. Il n'a pas de carte de parti. Il n'est pas élu. Pourtant, il parle des affaires les plus sensibles de l'État avec une assurance qui interroge. Comment un homme d'affaires sait-il ce qui se planifie au plus haut sommet de l'État? La réponse est dans la question. Au Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, la frontière entre le monde des affaires et le monde politique est extrêmement poreuse. Les contrats publics sont souvent accordés selon des logiques relationnelles. Les marchés de l'État passent par des intermédiaires qui sont proches du pouvoir. Et ces intermédiaires, en échange de leur rôle, ont accès à des informations que le public ordinaire n'aura jamais. Ben Modo, par ses propres déclarations, semble appartenir à ce monde-là. Et si un homme de ce monde décide de parler, c'est soit parce qu'il a perdu sa place dans ce monde, soit parce qu'on lui a demandé de parler, soit parce qu'il estime que ce qu'il sait est trop important pour être gardé secret. Dans les trois cas, ce qu'il dit mérite d'être entendu. Avec prudence. Avec discernement. Mais entendu. Parlons aussi du silence des autres acteurs. Depuis les déclarations de Ben Modo, qu'a-t-on entendu du côté de la présidence? Qu'a-t-on entendu du côté de Ferdinand Ngo? Qu'a-t-on entendu du côté de ceux qui sont supposément impliqués dans ce plan? Le silence. Ce silence assourdissant, qui dans la politique camerounaise, peut signifier deux choses diamétralement opposées. Soit les accusations sont si fausses qu'elles ne méritent pas de réponse. Soit elles sont si vraies qu'une réponse serait dangereuse. Lequel de ces deux silences est-il en train de parler? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais dans la politique, comme dans la vie, le silence est rarement innocent. Il y a un autre angle qu'il faut absolument explorer, la réaction de l'opposition et de la société civile. Parce qu'au Cameroun, les révélations politiques ne suffisent pas toujours à créer un débat public. Il faut aussi des acteurs capables de s'emparer de ces révélations et de les transformer en pression politique. L'opposition camerounaise, fragmentée, affaiblie par des années de marginalisation, a-t-elle les moyens de saisir ce moment? La société civile, surveillée, contrainte dans ses espaces d'expression, peut-elle transformer ces révélations en véritables questions d'intérêt général? C'est là que le bâtiment blesse. Parce que même si Ben Modo dit la vérité, même si le plan qu'il décrit est réel, même si la Constitution est en train d'être modifiée pour placer un homme précis à un poste précis, la capacité du système camerounais à absorber cette révélation sans conséquence est, malheureusement, historiquement prouvée. Le Cameroun a vu passer bien des révélations. Il a vu des livres publiés, des témoignages livrés, des accusations proférées. Et dans la plupart des cas, la machine de l'État a continué à fonctionner. Les engrenages ont continué à tourner. Et ceux qui avaient parlé se sont souvent retrouvés plus seuls qu'avant. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Cette fois-ci, la question de la succession est plus urgente que jamais. Cette fois-ci, la révision constitutionnelle est concrète, visible, documentée. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de rumeurs. Il s'agit d'actes institutionnels qui se déroulent sous nos yeux. Et c'est pour cela que les révélations de Ben Modo résonnent autrement. Conclusion, la question qui reste. Alors, où en sommes-nous? Résumons. Un homme d'affaires, qui dit avoir été proche des cercles du pouvoir camerounais, affirme que Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, aurait planifié d'occuper le poste de vice-président nouvellement créé par la révision constitutionnelle. Selon lui, ce plan aurait été élaboré en lien avec la première dame Chantal Biya. Selon lui, le Cameroun serait dirigé, dans les coulisses, par trois hommes dont Paul Biya lui-même ne ferait pas partie. Ces affirmations sont graves. Elles sont non vérifiées de manière indépendante. Elles doivent être traitées avec la rigueur et la prudence qu'exige le journalisme responsable. Mais elles posent des questions que l'on ne peut pas simplement ignorer. Qui gouverne vraiment le Cameroun? Comment se prépare la transition du pouvoir dans ce pays? Et surtout, dans tout ce jeu d'ambition et d'arrangement institutionnel, où est le peuple camerounais? Où est la voix de ces millions d'hommes et de femmes qui, chaque jour, construisent ce pays avec leurs mains, leur sueur et leur espoir?
La vice-présidence sera peut-être créée. Le vice-président sera peut-être nommé. La Constitution sera peut-être modifiée encore une fois. Mais au bout du compte, la seule question qui vaille est celle-ci. Cette modification changera-t-elle quelque chose dans la vie quotidienne des Camerounais ordinaires? Ou s'agit-il, une fois de plus, d'un jeu de chaises musicales entre des élites qui se partagent le pouvoir pendant que le peuple attend? C'est à vous de répondre. C'est à vous de juger. C'est à vous de décider si cette information mérite votre attention, votre analyse et votre voix. Parce que dans une démocratie, même imparfaite, la parole du peuple est la seule qui devrait vraiment compter. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. Commentez. Dites-nous ce que vous en pensez. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse de ce genre. Parce que le Cameroun mérite d'être regardé en face. Sans peur. Sans complaisance. Avec la vérité comme seule boussole.